Accueille les derniers. Et on est bon. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire qui lance un cycle de webinaires qu'on va organiser tout au long de l'année, qui est à la base imaginé principalement pour des formateurs ou des apprenants ou des tuteurs dans le cadre de la formation professionnelle donc principalement pour les BPGEPS parce que c'était une demande d'un certain nombre de nos organismes de formation. Mais je ne doute pas que ces sujets soient utiles au-delà de ces formations. Et donc, c'est aussi l'objet de cette invitation qui s'est voulue assez large. Et d'ailleurs, que vous n'hésiterez pas à relayer pour les prochains webinaires, parce que le but, c'est aussi de faire profiter de ces échanges. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les questions de handicap et d'inclusion. Mais avant de laisser la parole à Nelson, je vais quand même juste vous dire que moi, je suis Julien Tessier, que je travaille au Centre confédéral de la Ligue de l'enseignement. Je suis en charge des questions de formation professionnelle, justement, d'où le fait que j'organise ce cycle de webinaires. J'ai pas précisé, mais je leur dirai à la fin, mais ces webinaires auront lieu sur ce créneau-là tous les derniers jeudis de chaque mois. Et donc, on a voulu, pour commencer, parler de handicap et d'inclusion, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement et qui revient à deux niveaux. D'une part, dans nos formations, c'est-à-dire comment nous, en tant qu'organisme de formation, en tant que formateur, on accueille au mieux les personnes en situation de handicap, mais aussi comment on forme les futurs professionnels, les futurs animateurs, animatrices à ces questions-là d'handicap et d'inclusion. Et c'est vraiment le mot-clé du soir, l'inclusion, mais Nelson en parlera mieux que moi. Donc voilà, du coup, ce soir, on va faire un focus et essayer de se créer une culture commune autour de ces notions-là. La fois prochaine, on fera un focus un peu plus précis sur les troubles du neurodéveloppement. Mais je pourrais aussi vous en dire deux mots à la fin de ce webinaire. Donc, on va essayer de les faire marcher par deux, ces webinaires. À chaque fois, euh, traiter une thématique en deux rendez-vous. Donc voilà, et comme à chaque fois, l'idée c'est une petite intro, laisser la parole à un invité sur le sujet avec qui on a préparé au préalable, et puis se laisser une demi-heure à la fin de questions-réponses pour pouvoir et d'échanges libres, disons, pour pouvoir répondre à vos questions d'une part, échanger entre nous, échanger des pratiques, des situations et construire aussi de l'intelligence collective. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nelson qui a très gentiment accepté notre invitation. Avec Nelson. plaisir. Avais-je le choix? Bonjour, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Nelson, Nelson Bernardo. Je travaille à la Ligue de l'enseignement 31 sur le service Handi League, qui est le service handicap de la Ligue de la Fédération de Haute-Garonne. On est un service qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, où, euh, où on a pas mal d'activités. L'activité essentielle étant des vacances à adapter pour des adultes en situation de handicap, mais on fait aussi des séjours de répit pour des familles euh, qui ont des enfants en situation de handicap et qui ont besoin de souffler. On a un pôle ressources handicap et on fait partie d'un pôle ressources handicap sur la Ligue 31. On fait aussi de l'habitat inclusif. Je ne sais pas si ça vous parle, l'habitat inclusif. C'est des résidences où il y a de la mixité sociale, où il y a des personnes en situation de handicap avec des familles dites ordinaires voilà, et intergénérationnelles qui vivent ensemble.
Et puis, on gère un gîte dans le Pays Basque qui est labellisé Tourisme Handicap. Voilà, donc je fais ça depuis une quinzaine d'années en tant que responsable PEDA sur ce service-là. Et puis, depuis 2 ans, j'ai la chance d'avoir une mission nationale déléguée sur la question justement de l'inclusion et du handicap, parce qu'il y a un groupe national qui s'est créé avec justement Sarah Garrido et Sandrine Firpo et plein d'autres personnes présentes dans ce groupe. Et voilà, on essaie de filer un coup de main au réseau sur ces questions d'inclusion de handicap. Aujourd'hui, donc, Julien m'a demandé d'intervenir sur une session de webinaire qui va se dérouler en 2 épisodes. Je vous le fais assez rapide. Le premier aujourd'hui, c'est histoire d'avoir une culture commune de cette notion d'inclusion, de handicap, parce que le mot intégration, inclusion, voilà, on l'entend un peu partout, mais l'idée c'est d'avoir une définition commune ensemble et je vous propose qu'on puisse revenir un petit peu sur cette un petit peu ce déroulé un peu socio-historique de cette question de l'inclusion, si vous voulez bien. Et puis après, en fin d'intervention, je vous donnerai aussi aujourd'hui ce qui existe comme ressources existantes sur la question de la formation et en lien avec cette loi de 2005. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Vous me direz, ça se trouve, peut-être vous êtes déjà au courant et vous en savez sûrement et probablement plus que moi. Et puis à la fin, une petite demi-heure d'échange autour de peut-être ces questions de formation, d'inclusion, de handicap, voilà, de prise en charge. Ça se trouve, il se fait plein de choses déjà sur le réseau et c'est vrai que c'est intéressant voilà, de pouvoir échanger là-dessus. Et puis, donc ça, c'est pour cette session d'aujourd'hui. La deuxième session, elle aura lieu le 30 octobre. Et puis, elle sera animée par la jeune demoiselle là, qui rentre son menton dans son pull, qui s'appelle Stéphanie et qui est là. Stéphanie, tu veux te présenter vite fait? Alors Stéphanie est muette, je vais vous traduire. Tu as peut-être le micro qui est fermé, Steph, non? Ah, Steph, non, ça marche pas. Bon, alors, Stéphanie, elle a monté, je vais traduire, vas-y Steph, tu peux remuer les lèvres et je vais traduire. Euh, Steph, elle a monté un dispositif il y a maintenant pas mal d'années qui s'appelle Bille en tête, c'est un regroupement de professionnels. Elle accompagne des personnes qui ont un trouble du spectre autistique de tout âge depuis maintenant pas mal de temps et en développement, tout ce qui est habileté sociale, tout ce qui est habileté cognitive. Je me trompe, Seth? Autour du ludique et voilà, des supports ludiques, du jeu. Elle se sert pas mal de toutes les activités de jeu, de ludique pour justement tirer ce fil-là. Steph a la particularité d'être psy, d'avoir un diplôme de psy, d'EduxP, de JE, avec un master 2 en sciences de l'éducation, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, et je vous invite vraiment le 30 octobre, si effectivement la question des troubles neurodéveloppementaux, c'est important pour vous, enfin d'avoir des éclairages là-dessus, je vous invite vraiment à être présent le 30 juin parce que vraiment, Steph a plein d'exemples de terrain. Ça fait des années qu'elle bosse dessus et elle a plein de tips, voilà. Je pense que ce sera vraiment très très chouette de pouvoir effectivement échanger avec elle le 30 octobre, sachant qu'en plus les TND, ça impacte quand même pas mal les fonctions cognitives qui sont liées à l'apprentissage. Donc voilà. Est-ce que, Julien, je ne veux pas abuser les 16h14, mais ça me paraît assez chelou de parler devant des gens sans savoir qui ils sont. Est-ce que vous voulez bien, en 30 secondes, peut-être prendre la parole et me dire est-ce que vous êtes formateur, est-ce que vous êtes tuteur, est-ce que... Voilà, assez rapidement, mais je trouve, je me vois mal taper un monologue voilà, sans savoir avec qui Bien on sûr. discute. Donc, si vous voulez bien qu'on fasse un petit tour de table, ce serait trop chouette pour moi. Et merci d'avoir allumé vos caméras, parce que Dieu que c'est dur la visio avec tout le non-verbal et le paraverbal, tous ces silences qu'il y a entre les échanges. Donc, de voir vos visages, de voir des sourires, des hochements de tête, ça fait plaisir. Cool. Pour Et des pouces en faciliter le plus. tour de table, je vais vous appeler, comme ça évitera de pas savoir qui doit parler. Et donc, mais pour commencer, j'ai Arnaud. Oui, bonjour. Alors, donc, moi, je fais partie de la FAL 44 et je suis formateur et coordinateur du BPGEPS Activité physique pour tous. Super, Merci merci. Arnaud. Stéphanie. Stéphanie Doué, c'est ça? Parce que Oui, j'ai cru toi, ouais. comprendre qu'il y avait une autre Il y en a une Stéphanie. autre, effectivement. Oui, moi je suis la responsable du service formation et insertion à la Ligue de l'enseignement 31 Haute-Garonne. Merci. Camille.
C'est moi Ouais. ou Oui, c'est toi, c'est toi. Ok, donc je ne suis pas Gaëlle, je suis Camille. Je ne peux pas le changer, je suis désolée. Je suis responsable du pôle éducation, formation, insertion à la Ligue 32 dans le Gers. Merci. Muriel. Oui, bonjour. Donc, je suis Muriel, responsable du secteur loisirs et formation pour la Ligue de l'enseignement corse. Et on s'occupe aussi on intervient aussi bien dans les formations BAFA, BPGEPS que CQP. Et actuellement, on a travaillé avec le pôle ressources handicap pour des formations en direction des animateurs d'ACM et on a monté avec le pôle ressources handicap un cycle de formation continue. Parfait. Merci. Charlie. Charlie Dedzik, je travaille pour la Ligue de l'enseignement de l'Isère. Je suis chargé de mission formation et du coup, c'est plutôt des formations à destination d'agents qui travaillent dans des collectivités en lien avec le CNFPT. Et l'une des demandes qu'on a pas mal, c'est l'accueil d'enfants en présentant des difficultés comportementales dans les différents accueils qu'on peut avoir. Donc la question du handicap peut rentrer en ligne de compte, mais pas que. Voilà. Merci. Loïc. Moi, je suis comme Arnaud, je suis juste à côté, donc formateur et coordinateur sur un BPGEPS, activité physique pour tous. Merci. Céline. Bonjour, moi je suis Céline Potier, je suis formatrice référente à la Ligue de l'enseignement 37 sur le CPGEPS et je viens de terminer une session de CPGEPS avec notamment un apprenant en situation de handicap pour des troubles autistiques et je viens d'expérimenter une session. Je suis pressée d'avoir ce webinaire. Bah, on sera intéressé d'avoir tes retours aussi, du coup. Stéphanie, Nelson t'a présenté, puis je crois que ton micro ne fonctionne pas très bien. Julie. Oui, bonjour. Donc moi, je suis coordinatrice sur les BPGEPS ASEC, animation socio-éducative et culturelle, à la Ligue 44. Top, merci. Sarah. Alors, Oui, bonjour. il y en a deux. On a combien de Sarah? Alors, Je te donne la parole, vas-y. Ça marche. Moi, ça va être rapide. Moi, je suis référente jeunesse dans une MJC dans le 91. Et du coup, je suis amenée à travailler du coup avec des BPGEPS. top. Sarah Garrido maintenant. Ça marche. Du coup, moi, c'est Sarah Garrido. Je travaille au Centre confédéral et j'en charge le pôle économie sociale et solidaire et action sociale où s'intègrent les dynamiques autour de l'inclusion et du handicap. Merci. Sébastien. Sébastien. Je me suis trompé. Dubost. Ah, c'est figé surtout. Ok, c'est pas grave. Valérie. Oui, bonjour, moi je suis Valérie, je travaille à la FED 34 à Montpellier, je suis responsable du secteur vacances, cas de découverte, BAFA et laïcité. Ok, top, merci. Et Mathilde. Ah oui, d'accord, je vois. Ok, Mathilde n'a pas accès à son micro. Tu nous mettras dans la conversation. Je n'ai pas vu, c'est peut-être déjà fait. Mais ok, donc Mathilde est directrice des LSH de Canécluse et aussi actuellement tutrice d'un BPGEPS en formation. Top. Merci Mathilde. Bien, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que je... Ah non, Cyril. Bon, Cyril ne doit peut-être pas non plus accès au micro, mais voilà, Nelson. Bon, en Je tout pense cas, qu'on a merci. fait le tour. Ouais, cool. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, je vois que vous avez tous vraiment des fonctions stratégiques et vraiment importantes par rapport
justement cette notion de formation, d'inclusion, de handicap. Donc j'ai vraiment, j'espère qu'en tout cas à la fin de cette heure-ci, on va réussir à avoir cette culture commune, ce savoir collectif en fait, sur cette notion d'intégration et d'inclusion, parce que moi je pars du postulat qu'à la Ligue de l'enseignement, avec tous nos collègues, on en croise pas mal, déjà pas mal sur les différents groupes nationaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et c'est pas forcément de leur faute, hein, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, qui font effectivement de l'inclusion, enfin qui disent faire de l'inclusion et qui font de l'intégration. Et l'idée, c'est que je vais partir de cet adage, si vous voulez bien, qui est que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc Céline, j'espère que vous ne serez pas trop déçue. Je ne sais pas si vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir cette culture commune, cette histoire commune qui nous amène à cette notion d'inclusion aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais faire deux petites choses. La première, c'est que je vais vous proposer un tout petit quiz au départ pour savoir d'où on part en termes d'handicap. Et après, j'enchaînerai sur cette espèce d'évolution un petit peu socio-historique là, et je vais m'appuyer sur un PowerPoint un peu imagé, d'accord, qui peut-être facilitera un peu la compréhension de mon propos. Et puis voilà, et donc qui j'espère vous permettra d'avoir un maximum d'éclairage. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'arrêter, d'accord, et pour qu'on puisse échanger, débattre là-dessus. Puis voilà, j'espère que je ne vais pas être trop ennuyeux là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de partager mon écran. Je vais vous partager mon écran et puis je vais vous proposer, si vous voulez bien, de vous... Est-ce que vous voyez la feuille prépare-toi à rejoindre la partie? Vous voyez tout ça? Ouais. Yes. Est-ce qu'avec votre téléphone, si vous n'êtes pas en train de nous suivre avec le téléphone, est-ce que vous arrivez à scanner le QR code qu'on a là-haut? Je vais le tester avec mon téléphone, voir si c'est visible. Alors moi, j'y arrive. Sinon, si vous ne pouvez pas scanner ce QR code, je vous propose de taper sur votre téléphone kahoot.it et de rentrer le code PIN que vous voyez écrit à l'écran. Et n'hésitez pas à me dire quand c'est OK pour vous. Ah yes, ça arrive. Et bien sûr, c'est sur la base du consentement, hein. Si vous voulez jouer, vous jouez. Si vous voulez pas jouer, vous jouez pas, hein. Je vous impose rien. C'est bon pour vous? On s'arrête là ou 2, 4, ah yes, 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est bon pour vous? On se lance? Ouais, je sais pas, j'ai pas de retour. Je vous vois plus trop là. Julien, est-ce que tu peux me dire si tout le monde c'est bon pour vous? Ouais, je pense que c'est bon, hein, tu peux y Allez, aller. on se lance. C'est parti. Allez, 10 petites questions, une dizaine de petites questions juste pour voir effectivement. Donc, réponse, effectivement, c'était 20%. On est à 12 millions de personnes en situation de handicap. Dans la logique des choses, beaucoup plus parce que les diagnostics s'améliorent, mais sont de plus en plus tardifs. Mais effectivement, là, on est à 20%. OK. Suivant, allons-y.
Effectivement, c'est 85% des handicaps qui s'acquièrent tout au long de la vie et seulement 15% à la naissance. Donc ça veut dire que la grande majorité des handicaps arrivent au fil de la vie et on n'est pas avec. Alors je vous avouerai que c'est la première fois que j'utilise ce Kahoot, donc je ne sais pas trop encore analyser les trucs. Mais si je vois que Sphinx Héroïque est devant, allons-y. Bien vu, effectivement, c'est 80% des handicaps qui sont à ce jour invisibles. Ouais. Allez, question suivante. C'est 6% depuis la loi de 75, 6% des personnes, l'obligation du travail, l'obligation d'emploi, à partir du moment où vous avez une entreprise de plus de 20 salariés, c'est 6% des travailleurs. Et vous pouvez détourner ça en faisant appel à des services qui sont proposés par des CAT ou des ESAT. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un centre d'aide par le travail, ou en tout cas un établissement de soutien d'aide par le travail. Suivante. L'autisme est toujours associé à une déficience intellectuelle. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Allez, question suivante. Le TDAH, trouble du déficit de l'attention, est un trouble. Bon, là, je vois que vous êtes tous pratiquement au clair sur le fait que c'est un trouble neurodéveloppemental et Stéphanie vous en parlera plus le 30 octobre. Faux. Bravo, bonne réponse aussi. Quel type de handicap a été félicité? Effectivement, les maladies invalidantes, le handicap cognitif et le handicap psychique sont les 3 handicaps qui ont été réaffirmés par la loi de 2005. Allez, plus que 4 petites questions. Si vous avez un clavier sous les yeux, ça devrait vous aider. Là, je vous laisse regarder votre clavier. Hop, vous avez trouvé les touches. Effectivement, c'est le braille. Vous avez 2 petits touches en relief là qui permettent justement de positionner les doigts. Tout à fait. Personnes sourdes sont autorisées à conduire sous certaines conditions et sous certains aménagements, mais oui, elles peuvent conduire.
Ah, si c'est des acronymes qui vous parlent ou pas. CDAPH, oui. Commission, oui. Le projet personnalisé, oui. L'AGFIP existait déjà. Le centre ressources autisme existait déjà. Et la prestation de compensation du handicap, oui, effectivement, c'est un fruit de la loi 2005. Et dernière question. Ah non, avant-dernière question, pardon. Effectivement, Barbie. Donc pareil, donc même les grosses boîtes maintenant se sensibilisent, enfin essaient d'avoir une action pour se sensibiliser au handicap. Et dernière question. Effectivement, l'inclusion, effectivement, c'est un terme plus généraliste, effectivement, qu'on utilise beaucoup pour le handicap, mais ça reste quand même assez large. Vous aurez remarqué deux petites choses. La première, c'est qu'il y a quand même pas mal effectivement, pas mal de réponses qui sont disparates. Donc, des fois, on a des représentations sur le handicap qui sont fausses. Et la deuxième chose, c'est que je suis tout pourri en termes d'animateur de jeux télévisés et jeux en ligne, vous aurez remarqué, mais effectivement, tout ça, ça s'apprend, hein. C'était une première démo. Je vais essayer d'être un tout petit peu meilleur en termes d'historien sur la question du handicap. Donc voilà, effectivement, il y a quand même pas mal de choses. Vous aurez remarqué, 85% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie et pas à la naissance, alors qu'on pourrait croire effectivement que c'est qu'on est avec le handicap. La deuxième chose, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Donc, et, euh, et, euh, et donc voilà, rien que ça devrait effectivement nous rappeler euh, voilà, que le handicap, c'est quelque chose qui intervient dans la vie et que normalement, même si on est frappé par une situation de handicap, on ne doit pas s'arrêter de vivre et on doit pouvoir continuer à accéder à la formation, aux vacances, aux loisirs. Et je pense que la Ligue, elle a effectivement un rôle à jouer là-dessus. Est-ce que vous êtes OK? Il est 4h30. Je pense qu'on devrait tomber pile poil sur 1 heure d'intervention. Si vous êtes OK, je vais vous partager mon écran pour qu'on se mette d'accord sur cette fameuse culture commune. Vous êtes OK? Ça vous va? J'espère que je ne vous ai pas tué avec ce jeu. Ce jeu. C'est pas ça. J'arrête le partage. Et donc là, on part sur... Ah, attendez, ça a dû se fermer. J'en ai pour 2 petites secondes. Je ferme ça. Hop. Échappe. Je n'arrive pas à fermer. Ça, c'est ici. Hop là. Hop. Annuler. On va quitter le site. Oui. Et là, on va partir là-dessus. Non. Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et là, je devrais pouvoir vous partager normalement mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Yes. Oui, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon pour vous. Vous m'entendez bien? Yes. Bon, allez, c'est parti. Alors, je vous propose qu'on démarre là-dessus, sur cette un peu culture commune. Comment on arrive à la question de l'inclusion et du handicap? Je vous propose, si vous voulez bien... Est-ce que ça va? Ah, attendez, j'ai un petit souci de... Il y a quelque chose qui fait glong, 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 glong. Je n'arrive pas à savoir pourquoi ça ne marche pas. Une toute petite seconde. Ah, attendez, je vais le refaire. Hop. Et si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? C'est un peu relou. Essaye avec les flèches, peut-être. Bah ouais, j'étais dessus.
Non, mais écoute, là, ça n'a pas l'air de... Je vais le refaire, regardez. Je vais faire juste ça. Je demande 2 petites secondes. Sinon, tu me l'envoies et je le balance. Ouais, bah, ça devrait échapper. Alors. Je demande 2 petites secondes, le temps de... Tout à l'heure, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus. C'est pas très grave. Alors, on va faire comme ça. Je vais fermer ici. Je vais fermer ici. Voilà, on va faire enregistrer. Je vous prie de m'excuser pour ce petit interlude. Si je fais ça comme ça, je reviens vous voir. Est-ce que là, ça fonctionne? Ouais, c'est tout bon. Ouais, c'est bon pour vous? Yes. Allez, on y va. Donc, un petit voyage dans le temps pour une culture commune. Je vous propose de commencer par la période où on exposait le nourrisson. C'est toute la période un peu de l'Antiquité, machin. Est-ce que vous savez ce que ça représentait quand un enfant naissait en situation de handicap, qu'on voyait que ça se voyait visiblement et physiquement, on venait l'exposer, ce nourrisson. Est-ce que vous savez à peu près ce que ça pouvait être, ce que ça donnait lieu, à quoi ça donnait lieu? Non, ça vous parle pas? Même un petit nom. Ah, ouais, alors, ah oui, alors vous savez ce qu'on va faire, parce que moi je vous vois pas en fait, j'ai pas le bandeau. N'hésitez pas à prendre la parole quand vous voulez, laissez vos micros ouverts. Enfin voilà, vous prenez pas la tête, c'est un échange collectif, ok? Ok. Alors, moi j'ai 2 réponses qui seraient possibles peut-être. Vas-y. La première, c'est si c'est un handicap qui fait peur ou autre, et bah du coup exposer le nourrisson, ça veut dire qu'en fait on le laisse dans les bois et puis il se passe ce qui se passe. Et sinon, ça peut peut-être être le signe d'une marque, on va dire plutôt divine, et du coup il va être pris en charge dans une certaine chose, plutôt côté rite culte particulier. J'imagine qu'il peut y avoir ces 2 options-là. Bah, Charlie, je te propose de faire la présentation avec moi en duo, en binôme. Parce qu'effectivement, exposer le nourrisson, attends, je vais sortir de la tac. Exposer le nourrisson, qu'est-ce que ça voulait dire effectivement? Ça veut dire, à l'époque, on considérait qu'effectivement, les forêts étaient habitées par les esprits, par les dieux, et donc on rendait en tout cas aux dieux et aux esprits cet enfant qui était mal formé, et surtout qui était porteur de la malédiction divine, qui inspirait la peur. Donc effectivement, c'était destination la mort, quoi. Et donc ça va être toute la période de l'Antiquité où effectivement, dès qu'on naissait, dès que c'était visible, c'était la mort assurée. Et puis, donc ensuite, ça va être sur l'Antiquité. Dès qu'on va arriver dans le Moyen-Âge, on va se retrouver dans des politiques d'enfermement, donc dans les prisons, dans les églises, dans les hôtels-dieux, dans les hospices. Donc, ça va être effectivement pendant 1000 ans, en fait, de la période de sortie de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, ils vont être enfermés. D'ailleurs, au fur et à mesure du temps, peut-être vous connaissez cette expression, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et bah, donc pendant longtemps, en fait, il y a eu d'abord ce qu'on appelle l'hôpital Dieu, donc c'était du laïque, et puis il y avait les hospices de la charité, et donc cette expression, elle vient de la ville de Lyon, où en fait, à 200 mètres en face de l'autre, il y avait l'hospice de la charité et l'hôtel Dieu, donc du laïque et du religieux qui s'opposaient, et comme les conditions étaient complètement dégueulasses en termes d'hygiène, on mourait aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est pour ça qu'on parle effectivement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc on va les enfermer on les met à l'écart, donc c'est toute la période où effectivement on va les appeler les gueux, les vils, les fous, les estropiés, les aliénés, les débiles. Tout ça, on met tous ces gens-là à l'écart de la société, et on est vraiment dans cette notion-là d'exclusion. Donc ça va être pendant 1000 ans où effectivement ils vont se retrouver quand même à l'écart. Toutefois, pendant toute cette période-là un peu du Moyen-Âge, il y a un type de handicap qui va sortir un petit peu du lot, qui va tirer son épingle du jeu. À votre avis, c'est quel type de handicap? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Je sais pas, mais aidez-moi, soutenez-moi, sortez-moi n'importe quel type de handicap, je prends. Franchement, je suis preneur. Malentendant. Malentendant, merci beaucoup. Alors, ça aurait pu être malentendant, mais non, effectivement, c'était les nains.
le nanisme. Donc en fait, il faut savoir que les nains, on appelait ça les gens de plaisir en fait. Donc ça, c'est tiré du musée de Madrid du XVIIIe siècle. Là, effectivement, c'était les nains en fait, c'était, pardon de le dire comme ça, mais c'était l'équivalent des chihuahuas quoi. Donc c'est-à-dire que ils assuraient effectivement la sécurité parce qu'ils pouvaient crier s'il y avait une alerte. Ils gardaient les enfants et ils restaient près des petits en bas âge. À titre d'exemple, Catherine de Médicis, elle avait sa troupe de nains, voilà, parce que c'était aussi des amuseurs, on appelait ça les bouffons, et donc pendant toute cette période, d'ailleurs un des exemples types, c'est les contes de Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains, donc effectivement s'il y avait 7 gars avec Blanche-Neige qui était plutôt innocente, c'est bien que dans l'inconscient collectif, il y avait ce côté inoffensif et gentil du nain qu'on travaillait un petit peu comme ça, donc pendant eux, ils vont s'en sortir plutôt bien, et puis on va arriver tout doucement, vous avez vu, hein, on parle de l'Antiquité, mais ça va plutôt rapidement, et on va arriver à l'époque moderne, le siècle des Lumières, où effectivement il y a ces 3 personnages-là qui vont sortir un petit peu du lot et surtout qui vont permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir autre chose que de l'enfermement ou d'être des bêtes d'amusement. Est-ce qu'une de ces 3 têtes vous dit quelque chose? Franchement, si vous me dites oui, vous êtes balèze. Non, toujours pas. Vous pouvez me dire n'importe quoi. Non, oui, non, merci. Et donc ces 3 têtes, vous avez en 1759, vous avez Charles Labbé de l'Épée. Donc Labbé de l'Épée, c'est celui qui a instauré la langue des signes en France en 1791. Il faut savoir que c'était un mec qui était plutôt plein de thunes. Il avait une énorme maison et chez lui, il y avait une 60aine de personnes, des mendiants, des gens un peu en situation de difficulté ou de vulnérabilité. Et parmi eux, il y avait 2 sœurs jumelles qui étaient sourdes. Et ces 2 sœurs jumelles, en fait, communiquaient par signes. Il a trouvé ça intéressant. Il s'est dit, purée, il y a quand même peut-être un moyen de communiquer même quand on est sourd. Et en fait, en s'appuyant sur le langage de ces 2 filles-là qu'il a fini par adopter, il a créé la première école de sourds qu'il a mis en place en 1791. Il faut savoir que la langue des signes, après, elle a été interdite de 1880 jusqu'à 1977. C'est quand même dingue en France. On n'avait pas le droit de signer jusqu'en 1977. Donc, il faut savoir aussi que la langue des signes, elle avait la particularité, comme les gens étaient enfermés dans les églises pour apprendre la langue des signes, parce qu'effectivement, il fallait pas trop se montrer quand on était sourd et muet, parce que ça pouvait inspirer aussi la folie. Les gens qui parlaient comme ça, ah ouais, pouvaient faire peur effectivement aux autres. Et en fait, on pouvait signer très bien de manière différente d'une région à une autre. Donc voilà, c'est ce qui faisait la particularité de cette langue des signes, alors que parallèlement à ça, 2 personnes qui sont par exemple un Américain et un Français, vu qu'on est basé sur une langue qui est quand même visuelle, vont mettre peut-être une petite demi-heure à se calibrer et à se mettre d'accord, parce qu'on est sur quand même une langue des signes qui est une langue qui est imagée et qui a été reconnue par la loi de 2005, justement en 2005. 1784, un autre personnage qui va faire du bien aux personnes en situation de handicap, c'est Valentin Hoy. Vous verrez, il y a encore des associations aujourd'hui qui s'appellent Valentin Hoy, qui soutiennent et qui sont là en soutien et en accompagnement des personnes en situation de déficience visuelle. Valentin Hoy, c'était un pédagogue qui dans les années justement 1780, il assiste à un spectacle de déficients visuels sur la place de la Concorde et il voit toute la foule qui se fout de la gueule des personnes déficientes visuelles et il se dit purée, alors que je suis sûr que ces gens ont du potentiel. Et puis un jour par hasard, il passe dans la rue et puis il lâche une pièce à un mec qui s'appelle François Le Sueur, qui était mendiant à l'époque, et ce mec-là en fait prend la pièce dans sa main et dit à Valentin, mais monsieur, vous avez dû vous tromper, en fait cette pièce a beaucoup trop de valeur. Et Valentin Hoy se rend compte que le mec arrive à lire avec le bout de ses doigts, justement, une pièce et se dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Il va embarquer avec lui ce mec qui s'appelle François Le Sueur. Ils vont créer le premier institut royal des jeunes aveugles, qui va s'appeler par la suite l'IJA. Et en fait, ils vont développer la question et cette technique a été reprise ensuite par Louis Braille. Et à la base, cette technique, c'était un mec qui s'appelait Charles Barbier, qui a inventé le braille. En fait, ça servait aux militaires et aux soldats pour pouvoir se passer des messages dans la nuit, en fait. Donc, c'était des lettres qui étaient cousues sur du papier pour pouvoir lancer des assauts ou des choses comme ça. Et donc, lui va développer ça, va la réduire et va en faire la technique de braille que vous connaissez aujourd'hui avec les petits points. Donc, lui aussi va ouvrir effectivement une école, une fois de plus, pour des déficients visuels cette fois. Et puis, le dernier, c'est Charles Gaspard Itard.
je ne sais pas si ça vous parle ce nom-là. Est-ce que l'enfant sauvage, ça vous parle, ça vous dit quelque chose pour certains, pour les plus âgés? Il y a eu un film qui a été mis en place il y a quelques années. C'était Victor, l'enfant sauvage, qui a été récupéré dans la forêt à l'âge de 12 ans, qui avait vécu quelques années en forêt de manière autonome, et Itar, en fait, qui est un médecin ORL, il va récupérer ce gamin-là 2 ans avant d'être médecin, et il va s'occuper de ce gamin-là, et il va y avoir cette notion d'éducabilité qui va se mettre en place. Il faut savoir que Victor, c'était un autiste, donc Itar, il était dégoûté parce qu'il n'a pas réussi à le faire parler, mais par contre, il lui a redonné des habiletés sociales, il lui a redonné en tout cas, il lui a permis de raccrocher avec des fonctions qui vont lui permettre effectivement de se rééduquer entre guillemets au sein de la société. Donc ces 3 personnes-là vont faire vraiment du bien à la question du handicap. Par contre, effectivement, vous avez remarqué, c'est aussi un peu du hasard entre l'abbé de l'épée qui tombe sur les sœurs sourdes, lui qui tombe sur le mendiant, et Itar à qui on vient ramener un enfant sauvage. En fait, ils ont vraiment contribué pour le handicap, mais on est un peu de l'ordre du coup de bol, j'ai envie de dire. En tout cas, du hasard qui a bien fait les choses. Et puis, on arrive... Est-ce que quelqu'un se connaît ce monsieur? Pour les plus fidèles d'entre vous? On devrait, normalement. On devrait même, Monseigneur, on devrait lui baiser les pieds. Bon, Pépère, c'est Jean Massé. Donc, on est à l'époque de la Ligue de l'enseignement. Soyez honte à vous, vous n'avez pas reconnu le grand Manitou. Et je ne sais même pas que c'était moi. Et donc Jean Massé, donc on est en 1866. Donc là, on n'est plus non plus à l'époque de l'Antiquité. Donc, qu'en est-on sur la question du handicap? Donc, création de la Ligue. Et donc, la question du handicap, on est dans un univers, là, 1866, où effectivement, alors il n'y a plus d'enfermement dans les églises, dans les hospices, on est à la maison, mais par contre, on ne fait pas de photos avec le reste de la famille, on est un petit peu à l'écart, on sort pas trop de la maison. On va pas forcément à l'école, il n'y a pas encore d'institutions spécialisées qui sont mises en place pour les gamins handicapés, donc il y a quand même un isolement de la part de la société qui justement est encore, ils sont à l'écart socialement parce qu'ils sont quand même sujets aux moqueries, quoi, et sujets encore à aussi une forme de crainte. Et le paroxysme de la moquerie, c'est ces 3 noms-là. Est-ce qu'un de ces 3 noms-là vous dit quelque chose? Joseph Méric, Simon Metz ou Clémentine Delay? Rien, il y a un Anglais, un Américain et une Française, mais ils ont tous un point commun. C'est qu'ils vont tomber dans la période de 1850 là, jusqu'à 1900, ça va durer jusqu'à 1930, donc hyper long, c'est les bêtes de foire. Et ça, c'était quand même une période méga flippante. Parce qu'effectivement, on est sur les cirques humains, il y avait des villages de nains. Là, on a Clémentine Delay, donc la française la plus connue, c'était la femme à barbe. On a là ici Elephant Man, qui avait le syndrome de Proté, qui a vécu jusqu'à 28 ans et qui effectivement était exposé comme un monstre. Et puis là, on a les cirques... des cirques qui ont été connus, où vous voyez ici, donc il y avait le nain, il y avait l'homme tronc, il y avait là c'est ce qu'on appelle une microencéphalie, donc il y avait Schilzy, c'est lui, Simon Metz, celui qu'on appelait la femme à la tête d'épingle, c'était un gars, et lui il a tourné dans un cirque pendant des années, il a été adopté par un dompteur de Lyon, à la mort du dompteur de Lyon il est parti en HP, et puis ensuite il a été récupéré par un avaleur de sabre qui l'a fait tourner sur un cirque pendant des années, et il est mort en 1970, donc pas si tard que ça, et il est mort comme un chien, quoi. C'est un fan de lui qui, quelques années plus tard, lui a fait une récolte, enfin, a fait une sorte de quête pour pouvoir lui payer une tombe décente. Mais voilà, donc ça, et sans vous parler effectivement de là-haut, là, où effectivement même le peuple africain était exploité, où là on est au jardin d'acclimatation, où pour 10 francs, vous pouviez aller voir des familles évoluer comme des animaux. Donc c'était vraiment la période la plus spéciale. Il faut savoir que pour 5 francs, vous alliez au marché de Charenton, vous aviez un rideau qui s'ouvre et derrière des grilles, vous aviez la femme à barbe, vous aviez l'homme élastique, vous aviez tout ça. Donc c'est toute cette période d'amusement où effectivement les personnes handicapées, c'était des bêtes de foire. D'ailleurs, je ne sais pas si pour certains vous avez vu Schilzy, là, celui dont je vous parlais. Il y avait une série qui s'appelait American Horror Story sur Netflix et qui reprenait justement la vie de Schilzy qui a été interprétée par cette nana.
Je crois que l'art de l'exploitation à son paroxysme, c'est l'exemple de Julia Pastrana, qui a vécu jusqu'en 1860 et qui avait une maladie, on l'appelait la femme singe, parce qu'en fait, elle avait un système pileux hyper développé, donc elle avait des poils sur tout le visage. Il faut savoir qu'elle a été exploitée qu'on n'en peut plus. Elle s'est mariée avec un gars qui l'a fait tourner dans des cirques pendant des années. Ensuite, elle est tombée enceinte. En couche, elle est morte. Son mari, s'il vous plaît, a fait empailler son corps. Alors, ce que je suis en train de vous dire, et vous pouvez regarder sur Internet, il a fait empailler son corps et ils ont continué à la faire tourner sur des cirques alors qu'elle était empaillée. Vous avez l'image ici en bas à droite. Et elle a été finalement, quand son corps a commencé à se détériorer, ils l'ont vendue à un musée. Et donc voilà, donc le mari a exploité vraiment jusqu'au maximum cette situation de handicap. Donc on voit vraiment que là, on est vraiment aux portes de l'horreur. Et ça va durer un sacré moment. Mais il y a 2 déclics qui vont véritablement changer le regard sur le handicap. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de qu'est-ce que ça pouvait être? Je vais vous donner un ordre, je vais vous donner un indice, 1 million. Est-ce qu'il y a un truc qui vous parle? C'est un des événements, une des choses qui va vraiment véritablement changer le regard sur le handicap. Donc là, on est sur la guerre de 14-18. Exactement. C'est la fin de la guerre de 14-18, parce que là, on n'est plus du tout sur cette notion de moquerie. On n'est plus du tout sur cette notion de moquerie et d'amusement, mais on est sur des héros de la guerre, effectivement, qui se sont sacrifiés pour la France et qui ont donné un œil, une jambe, une tête. Et donc là, on se retrouve effectivement dans cette notion de solidarité où on va avoir 900 000 invalides ou mutilés qui vont revenir de la guerre, 42 000 aveugles, 15 000 gueules cassées, 10 000 hommes qui n'encaissent pas le traumatisme psychologique d'avoir vu un de leurs potes sauter sur une mine. Donc là, c'est autant que le nombre de salariés qu'on est à la Ligue. C'est ça, Sarah, on est entre 10 000 et 15 000, non? C'est pas ça? 11 500. 11 000 11 500, bah voilà. Donc vous imaginez, c'est comme si tous les salariés de la Ligue revenaient complètement saucissonnés psychologiquement. Donc ça fait quand même un peu de volume, quoi. Et donc voilà, donc tout ça, effectivement, là, on n'est plus sur la notion de charité, mais on est sur la notion de solidarité, avec cette fameuse journée de solidarité nationale où on est obligé justement, on pose un jour là pour être en soutien. Et donc là, effectivement, la France est redevable. Et puis le deuxième déclic qui va changer le regard sur le handicap en France, à votre avis, est-ce que vous avez une idée d'un deuxième événement ou d'une deuxième évolution? 25 000, là c'est un peu moins, mais c'est quand même pas mal. Est-ce que ça vous parle? Non, toujours pas? Alors, parce que j'essaie d'appuyer, ça marche pas. Attendez, parce que j'ai la salle d'attente en même temps qui... hop. C'est les mutilés du travail. Donc 1888, on commence à avoir de l'électricité partout en France. 1900, c'est les entreprises, c'est Renault, les usines Renault et puis après il y a toute la France qui est couverte par les chemins de fer, donc il faut fabriquer les rails. Donc c'est toutes ces grosses usines qui se mettent en place, et donc l'industrialisation de la France fait que il y a plein de gens qui découvrent des nouvelles machines. Le mec met son bras dans la machine, boum, plus de bras. Donc voilà, donc on a pas mal de mutilés qui se retrouvent comme ça à demander des pensions, à demander de l'aide. Et donc tout ça fait qu'entre la guerre et les mutilés, ça commence à faire quand même beaucoup de gens qui se retrouvent en situation de handicap et qu'il faut à un moment donné prendre en charge. Et donc la France, elle commence à s'organiser. 1921, c'est la première confédération des mutilés du travail qui viennent effectivement râler et demander des comptes aux entreprises qui les embauchent. 1924, vous avez peut-être certains qui étaient sur Paris, vous avez peut-être vu ça à une époque, les banquettes qui sont réservées aux mutilés de guerre dans les vieux métros. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, en tout cas, qui suis né en 75, ça me dit quelque chose, c'est vieille chose. 1924, c'est les premières places qui sont réservées, par exemple, dans les mairies pour les employés qui ont perdu, qui reviennent de la guerre, donc des employés de mairie qui sont en fauteuil roulant et qui vont se retrouver dans les zones d'accueil. En parallèle de ça, je vous parle de l'évolution de la France, mais en Allemagne, eux, c'est tout l'inverse. Donc, si l'Allemagne, il y a Adolf Hitler qui avait déclaré si l'Allemagne devait avoir 1 million d'enfants par an et se défaire des 700 ou 800 000 les plus faibles d'entre eux, il en résulterait
peut-être finalement un accroissement général de notre force. Donc lui, en fait, il a lancé une action qui s'appelait Action T4, qui désigne la campagne d'extermination par assassinat des adultes handicapés. Il a dégommé comme ça 70 000 à 80 000 citoyens qu'il avait, et sur l'affiche, il y a marqué 60 000 Reichsmark, c'est ce que la vie de cette personne souffrant d'un défaut héréditaire coûte à la communauté populaire. Chers concitoyens, c'est aussi votre argent. Voilà, donc à l'époque où en Allemagne, effectivement, on se débarrassait des plus faibles, et ben en France, on continuait effectivement à développer tout le réseau. En 1933, c'est la création de l'APF, l'Association des paralysés de France. En 1945, pour financer tout ça, c'est la sécurité sociale qui se met en place. En 1946, c'est le métier de kinésithérapeute qui voit, et le diplôme de kinésithérapeute qui émerge avec toute cette notion de rééducation et de réadaptation qu'il fallait mettre en place au sein de la France. Et puis 1957, c'est une des premières fois qu'on commence à parler de travailleurs handicapés. Donc là, tout ça, ça s'harmonise. Vous avez vu en une trentaine d'années, quarantaine d'années, tout ça, ça s'accélère. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais par contre, il n'y a aucune loi qui régule ça encore. Et puis ensuite, on essaie quand même de se mobiliser à fond. Est-ce que vous savez, par exemple, quel est le lien qu'il y a entre le loto et le handicap ? Quel est le lien qu'il peut y avoir entre ces deux Alors moi, je ne continue pas tant que je n'ai pas eu une proposition. Le mec qui fait sa diva. Je refuse de parler. À votre avis, quel est le lien qu'il peut y avoir entre le handicap et le loto ? Mathilde Batilio dit « Loto créé pour récolter des fonds ». Exactement. Et alors, nous, aujourd'hui, on connaît le loto depuis 1976. On le connaît en mode Jean-Pierre Foucault, tirage, joli plateau, machin. Mais avant ça, le loto, il a été créé en 1933 et il a été créé pour les invalides de guerre, en fait. Ça s'appelait la loterie nationale à l'époque. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même, on le disait tout à l'heure, pas mal de gueules cassées qui sont revenues et effectivement, retrouver une vie sociale quand on n'a pas de nez, pas de palais ou pas de bouche ou pas de menton, c'est quand même assez compliqué. En plus, c'était l'avènement de la chirurgie esthétique. Donc, en fait, la loterie nationale servait effectivement à financer tout ce qui était chirurgie pour les gueules cassées, pour qu'ils puissent retrouver une vie sociale plus ou moins décente. Et puis, il faut savoir aussi que pendant cette période-là, il y avait aussi toutes les associations ASEI, APHIH, peut-être que vous avez déjà entendu des associations de parents qui disaient, bah ouais, nous, on n'a pas effectivement d'enfants qui sont nés en lien avec la guerre, mais de l'autre côté, on attend, il y avait déjà des prises en charge qui existaient avec des foyers, mais c'était encore très, très, très épisodique, et eux aussi ont commencé à lever le poing en disant bah, nous on veut une structuration, on veut des aides, et donc on a besoin, donc ces associations entre 1950 et 1960 se sont montées. Et puis il faut savoir qu'il y avait aussi un secret d'État qui était que le général de Gaulle avait une fille qui était trisomique, et donc lui il a boosté grave aussi les politiques sociales pour pouvoir créer effectivement et organiser cette fameuse loi qui va arriver, qui est la première loi sur le handicap, et qui pour moi est une loi hyper importante parce que encore aujourd'hui on baigne dans l'esprit de cette loi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une loi qu'on appelait la loi Simone Veil. Parce que Simone Veil s'est effectivement bien engagée là-dessus, parce qu'il y avait de plus en plus de déficients visuels, il y avait de plus en plus de mecs en fauteuil, de nanas en fauteuil, et de plus en plus de sourds, et de plus en plus d'enfants et d'adultes avec un handicap mental. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit ? Eh ben, on s'est dit, on va faire un truc assez stratégique. Pour les déficients visuels, on va créer des structures de déficients visuels et on va les augmenter. Pour les personnes handicapées moteurs, on va créer des centres de rééducation. Pour les sourds, on va créer des CESDA, et pour les aveugles, on va continuer à développer les IJA, et pour les enfants qui ont une déficience intellectuelle, eh ben, on va créer des IME, des ITEP, des choses comme ça. Et donc, on va orienter, c'est pour ça que ça s'appelle aussi la loi d'orientation, on va commencer à orienter aussi en fonction du handicap et du degré, on va orienter les personnes vers le milieu spécialisé, et quand ils peuvent effectivement intégrer le milieu ordinaire, eh ben on va s'appuyer sur 3 axes forts qui vont être le travail, donc on va développer et on va bien venir fixer les lois qui existent un peu et qui se structurent sur le travail, l'école, donc avec les premières AVS qui vont arriver à l'école vers 1990,
Et puis les allocations, il va y avoir l'aide, l'allocation handicapée qui va permettre effectivement de survivre même si elle est en dessous du seuil de pauvreté. Et puis peut-être que certains d'entre vous connaissaient cette vieille vanne, toi t'es Cotorep, je ne sais pas si vous l'avez connue ça, pour certains, tu sais, quand on avait tendance à dire ouais, toi t'es Cotorep, et ben la Cotorep c'était donc dans cette loi de 75, la Cotorep c'était ce qui allait permettre d'orienter justement les gens soit en institution spécialisée pour une meilleure prise en charge. Donc en fait vous aviez deux options quand vous étiez en situation de handicap. Soit effectivement on vous orientait vers une institution. Et dans ces cas-là, on vous intégrait dans la société grâce à la prise en charge en milieu spécialisé. Donc vous alliez dans un IME, dans une MEX, dans un foyer, dans un CAT. Soit vous alliez vers le milieu ordinaire à travers la mise en place d'outils, de dispositifs et de circuits spécialisés et adaptés. Donc, pour vous garantir effectivement une prise en charge. Et donc là, on est vraiment dans la logique de réadaptation et de rééducation de la loi de 75, qui était, c'est à la personne handicapée de s'adapter pour rejoindre la norme. Et pour cela, on va lui fournir une béquille. Alors, dans le monde du travail, dans les CAT, la béquille, c'était le moniteur d'atelier, celui qui vous accompagne au quotidien. Dans le système de rééducation, c'était le kinésithérapeute, l'orthoptiste, le rééducateur, l'orthophoniste. Dans le cadre des vacances adaptées qui se sont développées beaucoup dans ces années-là, c'était l'animateur spécialisé. Et puis, dans le cadre de l'école, c'était les AVS, comme je vous disais tout à l'heure, et qui sont devenus par la suite des AESH. Mais la logique reste la même, c'est à la personne handicapée de rejoindre la norme, c'est à elle de faire l'effort, et on va lui filer une béquille, on va lui filer un petit soutien pour le faire. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une société en 75 où il y a la personne handicapée qui, soit elle est en milieu spécialisé, donc là on ne se pose pas de questions, soit elle est en milieu ordinaire, on lui file une béquille pour qu'elle soit en permanence en interaction avec l'environnement. Mais à côté de ça, au niveau de l'accessibilité, un peu mort quand même, il ne se passe pas grand-chose. Et il y a Chirac, qui lui aussi avait une fille handicapée, qui avait une anorexie mentale. Et donc lui, Chirac, il dit, purée, c'est incroyable qu'à un moment donné, l'incapacité de faire face aux problèmes d'accessibilité, c'est une honte pour notre pays, que ce soit des lieux publics ou des transports, quoi. Et il va créer une loi qui s'appelle la loi de 2002, celle-là je vous la passe. En fait, la loi de 2002, elle va renforcer les lois et elle va renforcer les droits des personnes handicapées, mais au sein des institutions. Donc toujours au sein des institutions, pas vers le milieu ordinaire. Donc ok, c'est sympa, mais pour le côté accessibilité dans la société, pendant, je sais pas à quel âge vous avez vous, mais de 1980 jusqu'à 2004, si vous avez croisé la moindre personne handicapée dans une salle de cinoche ou dans un théâtre ou en vacances ou dans une salle de formation, bon chapeau à vous, parce que moi je suis né en 75 et j'ai pas eu le moindre collègue à l'école handicapé. Je n'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir vu beaucoup de gens en situation de handicap dans la société, en milieu ordinaire, sachant que les bus n'étaient pas accessibles, enfin voilà, les transports n'étaient pas accessibles. Et puis en plus, pendant très très longtemps, on a été soumis ce qu'on appelle au biais cognitif, à un biais cognitif de disponibilité, c'est-à-dire qu'à l'école, on vous parlait justement de l'après-guerre, de la guerre, machin, donc on vous montrait des personnes qui étaient souvent mutilées. Le sigle qui date de 1968 du handicap, c'est quelqu'un en fauteuil. À la télé, chaque année, on a le droit au Téléthon. Et en parallèle de ça, effectivement, 80% des handicaps, on le disait tout à l'heure, sont invisibles, ce qui fait qu'au final, l'État et les pouvoirs publics, mais aussi la plupart des personnes, concentraient leur énergie sur des handicaps qui étaient visibles et qu'un mec qui s'appelle Michel Mercier, qui est professeur sociologue et je ne sais plus quel psychologue, disait que ce sont des handicaps socialisables. Donc le handicap physique, le handicap sensoriel, ce sont des handicaps qui sont visibles et qui sont socialisables parce que c'est des handicaps qui ne font pas peur et c'est des handicaps avec lesquels on peut actionner une bonne action. On va pousser volontiers un fauteuil, faire traverser quelqu'un sur le passage piéton ou accompagner quelqu'un de sourd, mais en tout cas c'est des handicaps qui sont socialisables contrairement au handicap mental qui inspire la folie, ou handicap psychique qui inspire aussi à la folie. Sur le handicap mental, on n'a pas les mêmes normes. Souvent, on va se dire, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas comment lui dire. Voilà. Et ces handicaps non socialisables, qui sont en plus invisibles, ne vont pas pris être en charge en termes d'accessibilité, alors que l'accessibilité, ne l'oublions pas, c'est la capacité pour un environnement, un produit ou une information,
Donc, et pas que du transport, d'être utilisé et compris par tous, y compris par les personnes en situation de handicap. Je vous donne un exemple tout con. Alors, c'est vrai que là, je fais un peu le bâtard parce que je me tire un peu une balle dans le pied, mais je vous donne l'exemple, par exemple, de la brochure. Mais tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas un croche-patte que je fais à notre service vacances, mais c'est pour vous dire comme on est imprégné justement de cette dimension de la loi de 75 et de l'accessibilité physique. Ça, c'est la brochure de 2024 de nos centres de vacances. De Vacances pour tous, qui dit la plupart de nos centres peuvent accueillir des jeunes en situation de handicap, avec un animateur référent par enfant, machin. Et on met la photo d'une enfant trisomique. Donc vous voyez bien que je comprends bien que ce n'est pas le service vacances qui refuse d'accueillir des enfants en situation de handicap mental et qui disent que la plupart de nos centres sont accessibles. Je pense que quand ça a été écrit avec cette fameuse influence de l'accessibilité physique. Où à un moment donné, dans cette logique-là, comme on n'a pas tous nos centres qui sont accessibles, on a mis la plupart de nos centres peuvent accueillir. Et pour changer du fauteuil, on a mis un enfant trisomique. Mais vous voyez, ça fait quand même une petite dissonance et ça vient créer quelque chose où on sent bien qu'on a été vraiment pendant 30 ans de cette loi de logique d'accessibilité physique avec des handicaps invisibles qui sont un peu mis de côté. Et c'est ce que vient justement, faire bouger la loi de 2005, cette fameuse loi que la plupart de nous connaissons. C'est la loi pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui vient amener cette notion d'inclusion. Voilà. Moi, j'aimerais juste faire une toute petite pause de 2 secondes. Juste pour vous, vite fait, est-ce que vous pouvez juste me dire ce que vous entendez, vous, quand on dit inclusion, vous entendez quoi derrière ce mot d'inclusion? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous dit un truc? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est la même chose qu'intégration? Pour moi, inclusion-intégration, c'est vraiment différent. Enfin, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais par exemple, toutes les adaptations que je mets en place pour mes apprenants qui ont des difficultés ou des handicaps reconnus ou non reconnus, il y a énormément d'adaptations que je mets en place en fait pour tout le monde. Les codes couleurs pour les repères pour les dyspraxiques, la police facilitante pour les dyslexiques, les règles de lecture qui sont à disposition. Et enfin voilà, pour moi, ça c'est de l'inclusion et non pas de l'intégration. L'intégration serait de proposer des supports particuliers à ceux qui ont des difficultés, alors que là, je l'ai fait pour tout le monde. Génial. D'autres? Est-ce que d'autres parmi vous ont une définition de cette inclusion ou c'est un truc qui est clair pour vous ou au contraire c'est un peu nébuleux, c'est un peu... Moi, c'est un peu ce que vient de partager. C'est Céline qui parlait, c'est ça? C'est bien toi, Oui. Céline? Ouais. Oui. Moi, on est un peu sur le même champ, c'est-à-dire que, en gros, chacun de mes stagiaires, il a besoin d'un accompagnement, dépisté, pas dépisté, ou diagnostiqué, pas diagnostiqué. En fait, je m'en fous parce que les chiffres que tu nous as envoyés tout à l'heure, ils sont quand même importants et probablement sous-estimés comme tu nous le disais. Donc, en fait, l'idée, moi, c'est de voir en continu comment est-ce que dans le dialogue, dans l'observation, dans l'évaluation de comment ça se passe, on peut adapter ce qu'on fait. Et pour moi, je ne sais pas comment dire, du coup, avec des mots très à moi, tout le monde est handicapé et du coup, on n'a forcément pas tous le même fonctionnement. Donc former des gens, c'est forcément passer son temps à ajuster sa manière de travailler au public qu'on a en face de nous. Bah, c'est très bien dit, Loïc. C'est très bien dit. Est-ce que d'autres, pareil, par rapport à ce mot d'inclusion, par rapport à cette posture-là, parce que je me dis que vous n'avez pas rien à dire, c'est obligé, vu vos postures, vu vos fonctions, vous êtes à l'articulation, c'est hyper stratégique vos postes. Est-ce que cette notion d'inclusion, est-ce qu'elle vous parle, elle vous dit un truc? Est-ce que c'est nébuleux? Est-ce qu'au contraire, Pour moi, l'inclusion, il y a un peu le côté permettre dans un ensemble qui est commun d'être différent dans cet ensemble-là et en même temps permettre à chacun et ensemble de pouvoir accéder de manière égale aux mêmes choses. et tu le Et du matérialiserais coup, comment, toi, Charlie, tu le matérialiserais comment, ça, cette notion-là? alors cette notion-là, concrètement, ça se matérialise par de l'accessibilité pour tous et toutes. Donc c'est ce qui a été proposé un peu avant, donc en disant faire
au maximum du maximum, on part d'une situation, on va dire, de handicap, et en fait, on voit comment est-ce qu'on peut généraliser cette situation-là pour que ça puisse être au bénéfice de toutes et tous. L'exemple classique, c'est la rampe pour les personnes à mobilité réduite qui profitent aussi quand on pousse une poussette. Quand on est sur des contenus de formation, du coup, c'est essayer d'être, éviter du coup tout ce qui va être contenu culturel un peu trop codé pour pouvoir permettre à tout le monde qu'il soit qu'on puisse être sur une culture la plus large possible et du coup plutôt éviter l'entre-nous. Quand ça, c'est pas forcément suffisant, après, du coup, c'est voir aussi en termes de compensation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et du coup, là, ça va être de l'individuel, par exemple, pour dire, OK, s'il y a des questions, peut-être qu'on peut pas forcément, s'il y a des questions, du coup, prendre ces questions-là, soit en grand groupe, soit en groupe plus réduit ou en individuel, pour essayer de trouver une réponse qui permette, du coup, à la personne d'accéder à ce contenu-là, et puis après, de le retravailler et d'être acteur avec ça. Mais du coup, il y a vraiment l'idée on est différents, ensemble, et en même temps on accède à la même chose par l'aménagement qu'on peut mettre en place, donc soit accessibilité, soit compensation. Et plutôt d'abord de l'accessibilité pour tous que de la compensation. Et voilà. Cool, ok. Quelqu'un d'autre peut-être? Non? Si je peux rajouter, il y a des fois, en tout cas, se poser la question, en tout cas, moi, c'est une des questions que je me pose sur les formations que je mets en place, sur, OK, là, où est-ce que ça pourrait coincer? Et comment est-ce que j'essaie de décoincer, de fluidifier de ça? Où est-ce que ça peut coincer pour les personnes? Et qu'est-ce que je peux mettre déjà en préventif pour que ça puisse être fluide? Et après, c'est en dialogue avec les personnes en face, parce qu'on ne peut pas tout couvrir non plus. En tout cas, c'est une difficulté de réussir à tout couvrir. Bien sûr, bien sûr. L'illettrisme, notamment, c'est une situation de handicap, et du coup, faire plutôt des travails à deux. Ou à 3, parce qu'on se dit que ça augmente la chance d'avoir une personne qui est lecteur dedans, que pas forcément quand on est avec des formations, avec des personnes avec parfois un diplôme qui peut être très rare ou voire même pas présent. Ok. J'en mets. Et ça, Julien, après je sais qu'on y reviendra dans le débat, mais ça, il n'existe pas de mémoire collective? Parce que ce qui se dit là entre Céline, entre Loïc, je suis sûr qu'après, bon, il y en a qui veulent pas prendre la parole, peut-être de manière inconfortable ou qui veulent pas forcément développer, mais je suis sûr que vous avez tous des leviers, des stratégies, machin. Mais de ce que j'entends, effectivement, on est sur quand même cette dynamique d'inclusion. Il y a une mémoire collective à ça, ou chacun vous faites ça de votre côté de manière individuelle? À ce jour, il y a Julien, il y a un truc collectif ou il y a un truc qui... Non, justement, il n'y a pas de mémoire collective ou même d'espace d'échange ou même au-delà de ce qu'on peut capitaliser. Il y a pour le moment, à part des connexions de proche en proche, parce que telle personne connaît telle autre de telle fédé qui sont vus à une formation ou je ne sais quoi, mais il n'y a rien qui est organisé là-dessus. Du coup, c'est aussi ça l'objet là, c'est d'identifier des sujets, de voir comment est-ce qu'on peut créer du contenu et partager Ah ouais, pour partager, parce que les là, scolaires. ce que dit Céline ou ce que dit Charlie ou Loïc, c'est qu'il y a de la matière déjà. Les gens, Oui, enfin, je vois tout que à vous êtes fait. gratté la tête déjà, vous avez mis en place des choses. L'idée, ce serait même de le partager, ouais, parce que ça a l'air de, voilà, que ça reste pas dans... Bon, bref. Ça serait une bonne idée, ça permettrait de gagner du temps parce que moi, je vous avoue que je trouve que c'est. Enfin, on y passe Moi, j'y ai passé un temps et j'y passe un temps à chaque session parce que, bien entendu, à chaque session, il y a des handicaps différents. Donc, on recommence, on réapprend et on réadapte. Ouais, tout à fait. Complètement. Ok. Est-ce que ouais, donc petit break là avant d'attaquer cette notion d'inclusion, mais qui m'a l'air pour la plupart d'être effectivement acquise. Je vous ai pas trop saoulé là, ça va avec l'histoire de l'historique? Ça va, ça tient la C'est route? intéressant. Ouais. Vous me dites, hein, si je suis relou, je peux m'auto-censurer rapidement, je peux faire en plus court. N'hésitez pas. Moi, juste soulignerais, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment bien, c'est le fait que la porte d'entrée du handicap en France, là, c'est les victimes de guerre. Et ça rejoint ton chiffre des 85% de handicap acquis au cours de la vie. Moi, c'est ça le truc que ça me fait dans la tête. Tu vois, c'est vraiment le fait de me dire que la plupart des personnes en situation de handicap, c'est arrivé pendant leur vie et que du coup, à un moment de l'histoire de la France, c'était
les victimes de guerre. Et là, aujourd'hui, c'est quoi, tu vois? Et Eh demain, ben, ce sera quoi? Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Loïc, je te remercie infiniment parce que c'est la suite du PowerPoint. C'est la suite du support. Trop cool. Franchement, j'ai l'impression qu'on bosse. Nous ne nous connaissons pas avec Loïc, sachez-le, je préfère le préciser, c'est pas un montage. Si vous êtes OK, on repart. On repart. Est-ce que vous voyez toujours le. Oui. Nickel. Donc là, l'idée, c'est que donc la loi de 2005. Donc la loi de 2005, qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle vient dire que le handicap, en fait, elle élargit la définition. Elle dit que le handicap, c'est, mais ça là, vous devez l'avoir entendu 1000 fois, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement. Donc en fait, elle vient élargir la question du handicap et elle remet en question quoi? Elle remet en question cette définition du handicap, en fait. Pour faire simple, et je vais essayer de faire court, en fait, le handicap avant, ça a été défini par l'OMS en 1980 avec un truc qui s'appelait la CIH, c'est la classification internationale du handicap. C'est un mec qui s'appelait Wood, un médecin, qui a défini, en fait, qui a proposé une définition en disant que le handicap, qui soit acquis à la naissance lors d'un accident ou lié à une maladie, c'est une déficience. Donc en fait, il vous manque quelque chose. Il va vous manquer un bras, il va vous manquer un œil, qui va créer une incapacité à voir, à viser, à lancer, à faire telle ou telle activité, qui va finalement créer un désavantage social. Et la loi de 2000, ça c'est donc la loi de 75, et donc qui s'appuie sur cette définition de l'OMS. Et donc la loi de 2005, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en fait, on va élargir un petit peu la définition de handicap parce qu'on ne peut pas la limiter seulement à la question de la personne. Et on va dire que le handicap, c'est donc bien une déficience qui va créer une incapacité plus ou moins importante en fonction d'un environnement qu'on va proposer qui est soit favorisant, soit freinant, et qui va créer un désavantage social plus ou moins accentué. Vous m'accorderez que ce n'est pas la même chose d'être déficient visuel au Laos dans un petit village qu'en plein Paris ou en plein Berlin, quoi. Donc effectivement, ça engendre pas les mêmes impacts en termes de déplacement, en termes de débrouille. Et donc cette loi, elle dit quoi? Elle dit que l'environnement, elle a sa part de responsabilité, qu'il peut accentuer ou limiter les conséquences du handicap. Et elle nous rappelle aussi, cette loi, que nous sommes et nous faisons partie de cet environnement. Et donc forcément, à un moment donné, on peut soit accentuer, soit limiter les conséquences du handicap. Je ne peux pas redonner la vue à un mec qui est aveugle ou à une nana qui est aveugle. Par contre, je peux peut-être agir sur les conséquences du handicap pour faire en sorte qu'il puisse aller se déplacer seul dans le centre de formation, il puisse accéder à certaines formes d'information. Voilà. Et pareil, donc c'est peut-être pas la même chose quand on est au fin fond d'un petit village, je ne sais pas moi, au fin fond d'un bled, je ne sais où, et dans une ville mégalopole où effectivement il y a de l'accessibilité et quelque chose qui est mis en avant et surtout sollicité. Donc en résumé, le modèle médical et individuel du handicap des années 80, c'était Sarah aimerait bien rentrer en formation BPGEPS, mais elle ne le fera pas car son TDAH et ses difficultés de concentration risquent de la mettre en difficulté avec ses apprentissages. Donc c'était la logique de la personne et le problème, à aujourd'hui celle de 2005 qui dit l'environnement fait partie du problème. L'équipe de formateurs ne dispose pas d'outils pédagogiques pensés pour compenser et pallier les difficultés de mémorisation, par exemple, avec des mémos audiovisuels, de concentration, par exemple des limitations des stimuli avec les techniques de Pomodoro qui sont développées par les neurosciences, et de compréhension avec de la facilitation graphique ou des supports visuels ou du FALC pour soutenir Sarah dans ses apprentissages. Donc voilà, on est un peu dans cette logique-là. Donc la démarche inclusive, c'est quoi? C'est accueillir ça, c'est ce qui fait commun avec le côté intégration, mais c'est ce que disait aussi tout à l'heure Loïc, Charlie et Céline, c'était d'essayer de répondre à certains des besoins. Alors, c'est pas de répondre en plus à tous les besoins spécifiques, parce que ça, ce serait aliénant, bien sûr. Et puis, dans la société de tous les jours, nous, on répond pas non plus à tous les besoins spécifiques et communs de tous les individus. Donc, ce serait quand même aliénant de penser ça. Mais c'est essayer de répondre à certains des besoins spécifiques qui vont faciliter la participation de la personne, qui vont lui permettre aussi de se saisir quand elle peut et de s'adapter, en tout cas de s'ajuster par rapport à la commande, et puis en quittant le plus possible le concept de circuit spécialisé d'adapté et en proposant des outils, si possible, communs à tous. Donc, et cette démarche... Pardon? Je disais, en plus, ça nous facilite tellement la vie. Mais en plus, oui, parce que le handicap, en fait, c'est
c'est à la marge, c'est-à-dire que si on pense les choses pour les personnes en situation de handicap, à l'intérieur de ça, puisque c'est une norme et que ces personnes-là étirent la norme, eh ben on va rattraper possiblement. Alors je vous dis ça comme si c'était facile, mais nous à Handileague, ça fait quand même maintenant 20 ans, enfin 15 ans qu'on se gratte, 20 ans même qu'on se gratte la tête sur ces questions-là et sur certaines situations, sur certains outils, certains projets, on a réussi justement à rejoindre les deux bouts et à intégrer pas mal de monde dedans. Et d'autres, effectivement, il reste encore pas mal à construire. Et puis cette loi de 2005, dans cette démarche inclusive, c'est celle qui a mis en place la MDPH, avec des mots que vous avez dû entendre comme le PPS, le projet personnalisé de scolarisation à l'école, celui de la formation professionnelle continue pour les travailleurs handicapés, celui de prestations de compensation du handicap aussi, qui va venir effectivement financer des aides humaines. Donc ça, la loi de 2005, elle a mis en place la MDPH, elle a mis en place la reconnaissance de maladies invalidantes que vous voyez en haut, elle a mis en place ces accessibilités au niveau du transport, on en parlait tout à l'heure, la fameuse rampe du bus qui va se pencher, qui va permettre au fauteuil de rentrer, mais qui va permettre aussi à la dame, à la maman avec la poussette ou le caddie de pouvoir rentrer plus facilement. Et puis ensuite avec tout ce matériel-là qu'on a comme le podo tactile, comme les boucles magnétiques et le podo tactile et je ne sais plus comment on appelle ça, les rails, ça porte un nom, qui vont permettre effectivement de faciliter l'accessibilité. Et l'idée, c'est de se diriger vers une conception universelle, c'est-à-dire pas forcément essayer d'adapter, mais essayer de penser dès le début avec le sens le plus large. Mais ça, c'est une gymnastique qui est ultra compliquée aujourd'hui à faire parce qu'on est encore complètement, nous, imprégnés par ce truc comment dirais-je, on fait pour ce qu'on a l'habitude de faire, et puis ensuite on ajuste et on adapte. Là, je vous donne quelques exemples concrets. En Suède, par exemple, vous aurez du mal à trouver, savez-vous pourquoi vous aurez du mal à trouver des toilettes qui sont spécifiques pour les personnes handicapées? Je vous ai perdu. Pourquoi je vous ai perdu? Je ne vous vois plus là sur le truc. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne trouverez pas en Suède des toilettes qui sont spécifiquement réservées aux personnes handicapées? Ils sont tous adaptés? Ouais. Parce qu'ils sont partis, effectivement, ils sont partis de la base, en fait, que là, par exemple, là, vous avez des toilettes, vous avez un urinoir, donc qui va servir aux gens qui font pipi debout pour aller plus vite. Et ensuite, au lieu de faire le choix, comme nous, on peut faire ici, de faire 3 toilettes ordinaires, il y a un très, très grand chiotte pour les personnes en situation de handicap, eh bien, ils préfèrent en faire que 2, mais les 2 sont accessibles pour les fauteuils, avec une hauteur réglementaire pour l'ensemble de la population. En Allemagne, on va retrouver du mobilier qui est complètement adapté, c'est-à-dire que là, vous avez des escaliers qui, effectivement, sur l'accès à un bouton, et c'est le même passage pour tout le monde, va se retrouver, enfin, il y a un autre escalier à côté, je crois, qui vont se retrouver, effectivement, qui vont permettre, effectivement, qui sont intégrés au mobilier. Et puis, ici, à droite, je vous donnerai, pour l'histoire de la conception universelle, l'exemple de la ville de Blagnac, qui est à côté de Toulouse, qui a mis en place pour ses ACM, en fait, un questionnaire à destination de tous les enfants, et pas les enfants uniquement en situation de handicap. C'est-à-dire que le questionnaire, en fait, il est rempli par tout le monde en début d'année, ce qui permet aussi de ne pas passer à côté d'un gamin qui aurait, je sais pas moi, perdu son père, perdu sa mère, qui a un effet un peu, qui serait dans un état un peu pas chouette. Et donc, on ne vient pas uniquement viser celui qui est en situation de handicap. Ils ont de la thune, hein, la ville de Blagnac, hein, mais ils ont embauché en CDI tout le monde et pas en CD2I pour pouvoir avoir des temps de préparation et pour pouvoir aussi les envoyer en formation. Ils ont mis en place une formation pour toute l'équipe. Quand un des nouveaux membres intègre l'équipe, donc ils partent tous en formation au niveau de l'accompagnement des différents types de handicap. Et puis ils ont une organisation, ils ont ce qu'ils appellent un animateur papillon, où c'est des petites ailes qu'il met dans le dos, comme ça il est repérable par les enfants. Et c'est un animateur de l'équipe qui, il tourne à chaque fois, s'occupe tour à tour des enfants qui vont rencontrer un souci, que ce soit en situation de handicap, que ce soit une bagarre, que ce soit une embrouille. Donc ils sont 1 à 2 animateurs papillons, ils tournent comme ça. Et puis ils ont mis en place aussi des jeux directement coopératifs et puis des jeux qui ont été repensés pour le plus grand nombre. Donc voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas forcément toujours des jeux où il y ait des gagnants, et donc dans ces cas-là qu'on met de côté, où on va mettre automatiquement de côté celui qui est pas performatif, quoi. Une société inclusive, donc c'est pas une société qui répond à tous les besoins,
mais qui crée les conditions pour pas exclure au moins une partie des citoyens, parce que l'inclusion, ça s'oppose à la notion d'exclusion. On peut dire faire de l'inclusion sans être inclusif. Et puis, c'est une société qui permet à chacun de trouver sa place, quelles que soient ses capacités physiques. Bon, là, on est un petit peu dans la partie pas théorique, mais des jolies phrases. Maintenant, c'est comment ça se transforme effectivement en action concrète, quoi, et en outils concrets. Je vous donne quelques exemples d'actions avec une approche inclusive qui servent à tous. C'est par exemple le métro à pattes d'oie, où dans chaque station, ils ont mis en fait des pictogrammes pour faciliter la compréhension et surtout le repérage pour les personnes qui auraient des difficultés, qu'elles soient cognitives ou autres. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, ça aide et ça soutient pas mal de touristes étrangers, des personnes qui sont illettrées, des travailleurs expatriés, des personnes âgées qui ont tendance effectivement à mieux se repérer au niveau du métro toulousain parce qu'ils ont fait des enquêtes et ils se sont appuyés sur quoi? En fait, pour faire ça, pour réaliser ces travaux au niveau du métro toulousain, ils se sont appuyés sur le métro au Mexique. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés au Mexique? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà mis les pieds au Mexique? Non? Pas du tout? Ah merde, je sais plus où je suis. Pas du tout? Ah, Non. je vous entends plus, je vous vois plus. Alors tant mieux, ça va me permettre de dire n'importe quoi. Alors au Mexique, comment ça se passe? Et en fait, au Mexique, ce qu'ils ont fait, il faut savoir qu'en 1985, il y a eu un énorme tremblement de terre au Mexique. Et ça a eu pour conséquence 50 000 bâtiments qui se sont effondrés dans Mexico. Donc c'était un spectacle de guerre. Et en fait, il a fallu déblayer tout ça, reconstruire tout ça, et dans un temps record. Et la ville de Mexico n'a pas eu d'autre choix que quand ils se sont rendus compte que la plupart des ouvriers ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire, en fait, ils ont mobilisé l'environnement et surtout toute la signalétique de leur métro, où ils ont fait des lignes de couleurs dans un temps record, avec des bandeaux au sol pour pouvoir s'orienter avec des lignes de couleurs, avec des pictos qu'on va retrouver effectivement sur les différentes lignes, qui étaient les lieux un peu symboliques, comme le tribunal, comme le parc, et qu'on a retrouvé ensuite sur les lignes et qu'on va retrouver ensuite dans les couloirs du métro. Et donc Toulouse s'est inspiré de la ville de Mexico, effectivement, pour pouvoir effectivement proposer une signalétique qui était plus repérante et surtout accessible au plus grand nombre. Il y a aussi ce qu'on appelle les actions de cinéma pour tous, des séances à la fois ouvertes à tous, mais aussi elles ont été ajustées au comportement atypique parce qu'effectivement, il y avait des personnes autistes ou avec un TDAH ou des adultes, des parents avec un enfant TDAH qui voulaient aller au cinéma et qui n'en avaient pas la possibilité. Et donc, ils ont mis en place ces séances de cinéma pour tous et ils se sont rendus compte au fil du temps que finalement, il y a eu pas mal de mamans avec des nouveau-nés qui ont aussi investi ces espaces-là parce qu'effectivement, quand un bébé pleurait, c'était pas concevable d'aller au cinéma. Et là, effectivement, c'était des hypothèses qui ont été, enfin, en tout cas, c'est des lieux qui ont permis à d'autres publics que le public spécialisé de s'y intégrer. Dans le même esprit, il y avait aussi le facile à lire et à comprendre, qui était en fait une dynamique. À la base, c'était un projet européen, c'était une expérimentation pour essayer de faciliter l'accès à l'information au public déficient intellectuel. C'est l'UNAPI qui a porté ça, l'association de l'UNAPI, et il y avait 9 pays européens en 2008 ou 8 pays européens en 2009, je n'ai plus tout à fait les dates, mais qui se sont lancés là-dessus. Et c'était donc une expérimentation, alors que le Falc aujourd'hui, il y a des maisons d'édition comme Kilema qui se sont lancées en fait. Au départ, c'était la première il y a 2-3 ans, mais maintenant depuis, il y en a d'autres qui se sont lancées dans les collections jeunesse, collections ados, collections adultes, qui reprennent des grands classiques et qui les adaptent en Falc. Et pareil, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un grand nombre de parents qui ont acheté ces bouquins-là pour des gamins qui ne sont absolument pas en situation de handicap, et ça a permis à certains enfants de renouer avec la lecture. Autre démarche inclusive aussi, un grand centre commercial qui a décidé de 16h à 17h. Je ne sais pas s'ils l'ont fait dans votre ville, vous avez connaissance de ça? Nous, ils l'ont fait à Toulouse. C'est un centre commercial qui commence par car et qui finit par four. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance dans vos villes de cette dynamique-là, où de 16h à 17h, en fait, ils ont baissé les lumières et baissé la musique pour permettre à des publics qui avaient des
des hypersensibilités sensorielles, de pouvoir accéder au magasin. Et puis la directrice disait qu'effectivement, qu'elle était persuadée que cela bénéficierait à d'autres clients du magasin, et elle avait raison, parce qu'effectivement, il y a plein de gens, des personnes âgées, des personnes dites ordinaires, mais qui étaient attaquées un petit peu par le bruit et par la lumière, qui se sont effectivement, qui ont investi ces créneaux-là. Ce genre de truc, c'est un truc qui est arrivé chez vous ou pas? Ou pas du tout? Ça vous parle pas? Non. Ok, alors je ne sais pas si c'est une spécialité toulousaine ou pas. Et pour revenir aussi tout à l'heure, je vous parlais des AVS. Et sachez qu'en Italie, on appelle ça des insegnanti di sostegno, pardon pour l'accent italien tout pourri, ou de maestro di sostegno. Et en fait, c'est une AVS, mais c'est une AVS qui est formée comme une enseignante spécialisée et qui va être en binôme dans la classe et qui va être là pour les enfants en situation de handicap, mais qui va être là aussi pour toute la classe. Et donc, c'est un binôme. Donc, il faut savoir que l'Italie, depuis 1977, a engagé des politiques de désinstitutionnalisation, et l'ensemble, pour ne pas dire pratiquement tous les enfants en situation de handicap, sont à l'école en Italie. Donc, ils ont eu le temps effectivement de se gratter la tête pour mettre en place des stratégies et des outils pédagogiques adaptés. La langue des signes aussi. La langue des signes qui est utilisée de plus en plus dans les crèches, peut-être pour ceux qui ont des enfants. Ah, je sais pas, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Non, c'est moi qui n'aurais pas dû laisser mon micro ouvert. Non, tout va bien. La langue des signes, par exemple, qui est utilisée de plus en plus effectivement en crèche, parce que avec la question des neurones miroirs, avec la question de l'acquisition effectivement des gestes qui arrivent en fait avant le langage, et les tout petits en fait peuvent exprimer leurs besoins, et donc on leur apprend la langue des signes dans la plupart des crèches. Ça se fait aussi à Toulouse, mais j'imagine que ça doit se faire dans d'autres villes. Autre utilisation aussi, les interfaces simplifiées, qui à la base étaient utilisées uniquement pour les cérébro-lésés, donc par exemple comme les associations de l'UCRM qui accompagnent des personnes qui ont eu des accidents de bécane ou des choses comme ça, ou qui ont eu des accidents et qui ont été touchés au niveau du cerveau, et donc à qui on propose des interfaces simplifiées et qui aujourd'hui se développent partout. Je pense que vous allez dans n'importe quel McDo, dans n'importe quel fast-food machin, vous avez ça maintenant. L'idée, c'est ils sont partis avec l'idée qu'à un moment donné, un enfant de 6 ans doit pouvoir utiliser cet outil. Et donc, c'est applicable dans les magasins pour faire gagner, enfin dans les fast-food pour faire gagner du temps. C'est applicable dans des trucs où il y a tout intérêt à vous faire retirer de l'argent, comme les distributeurs, où maintenant vous avez même des petits bonhommes qui vous parlent, qui sont des petits avatars pour vous faciliter le retrait d'argent, parce que l'idée c'est que vous ayez 90 ans ou 10 ans, que vous puissiez retirer cet argent le plus facilement possible. Et puis, donc c'est pensé avec des interfaces simplifiées comme Apple. Apple, il faut savoir que quand ils ont créé leur marque, le message sur lequel ils ont travaillé, c'est « n'aie pas peur ». Donc toute la partie logicielle d'Apple avait pour mission de dire « n'aie pas peur », de manière à attirer un maximum de monde avec des icônes très arrondies, des interfaces et des logiciels très simplifiés. Et puis aujourd'hui, de plus en plus de sites qui font appel à des boîtes comme Facility, où il y a tout un panel aujourd'hui d'accessibilité en termes de sites internet. Et donc là, il y a une déclinaison incroyable en termes de handicap. Donc voilà, donc la logique de la loi 2005, et je vais terminer là-dessus, c'est l'approche inclusive pour le handicap moteur, elle est facilement identifiable, mais elle est quand même très souvent coûteuse et contraignante. L'approche inclusive pour le handicap sensoriel, elle coûte aussi cher et elle dépend aussi pas mal de la technologie ou de l'aide humaine, mais dans ces cas-là, effectivement, ça va coûter un bras. Et puis, pour les autres types de handicap cognitifs, mental, les troubles neurodéveloppementaux, les troubles psy, il y a encore beaucoup à construire, pour ne pas dire tout à faire. Là, je vous donne les chiffres. Je crois que c'est tout à l'heure, c'est toi, Loïc, qui parlait des chiffres. Et les chiffres, en fait, aujourd'hui, qu'on va vous donner sur le handicap, c'est ça. C'est par exemple 5 millions de déficients auditifs, mais il faut garder en tête qu'il n'y a que 180 000 sourds. Donc, en fait, finalement, c'est pas si grand que ça. 700 000 déficients intellectuels, mais finalement, il n'y a que 105 000 déficients intellectuels profonds. 1,7 million de personnes concernées par un handicap visuel, mais il n'y a que 207 000 aveugles en cécité totale.
et 3,5 millions de personnes à mobilité réduite, mais finalement, je le dis comme ça, mais ce n'est que 650 000 personnes en fauteuil roulant. Ça veut dire que la grande majorité de ces types de handicap, en fait, sont des personnes qui ont des degrés différents de handicap, mais qui ont quand même cette possibilité d'accéder effectivement aux différents services que peut proposer la loi, sauf qu'à un moment donné, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On se dit, bon, ils sont handicapés, donc on va rien proposer d'autre, on va pas ouvrir, et puis finalement, comme il n'y a pas d'offre, les gens n'y se présentent pas. À ne pas oublier qu'il y a quand même 700 000 personnes en situation avec des troubles du spectre autistique, dont 100 000 enfants. Il y a 2 millions de TDAH, ça c'est incroyable, dont 800 000 enfants. 800 000 enfants ou jeunes. Il y a 3 à 4 millions de 10, tout type de 10 confondus, et 700 000 personnes avérées avec une maladie psychique. Et alors, ça ne fait pas partie du handicap de la loi de 2005, mais il y a aussi 1 500 000 personnes qui sont considérées en situation d'illettrisme. Est-ce que vous me permettez un petit fun fact sur l'illettrisme ? Ouais, je vous vois plus, hein, pardon, je vois comme un... Ouais, un fun fact, un fun fact. Ouais, j'espère que je ne vous saoule pas avec ça, c'est pour ça. Mais juste, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, en 2022, elle a fait une enquête. À la fin de l'école primaire, le niveau demandé en français est de A1 et A2. C'est le niveau de 21% de la population active. À la fin de la primaire. À la fin du collège, le niveau demandé en français est de A2 à B1. Et c'est le niveau de 41% de la population active. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'un coordo qui a un niveau, on va dire à licence, je ne sais pas, rédige un mail un petit peu élaboré avec quelques points, des soutiens, plusieurs paragraphes, ça veut dire que potentiellement, il y a 62% de la population active qui possiblement a un niveau de littératie, ou littératie, je sais pas comment on dit, inférieur, et qui peut avoir donc des difficultés à comprendre l'intégralité du message. Donc c'est assez flippant quand même, c'est-à-dire qu'on est persuadé, et l'Agence contre l'illettrisme donc alerte sur la dégradation totale du niveau en fait de la population à avoir un niveau de français en fait de plus en plus, ça chute en permanence quoi. Donc voilà, donc au-delà même du handicap mental, il y a aussi cette notion effectivement de maîtrise de plus en plus faible de la langue française. Et donc ça voilà, ça c'était pour le petit, je ne sais pas, je finirai ma phrase la semaine prochaine. Et ensuite, le handicap de demain, ça je pense que c'est aussi quelque chose qui, en tant que formateur, je vous parlais tout à l'heure de votre position stratégique, qu'il est important d'avoir en tête. 640 000, c'est en 2023, c'est le nombre estimé d'enfants ou d'adolescents porteurs d'un TDAH, lorsqu'il était de 500 000 en 2015. Donc, et ça, c'est une estimation. Donc, on pense que c'est entre 640 et 800 000. 7 500 à 8 400 par an en 2024. C'est le nombre estimé des naissances en 2024 d'enfants porteurs d'un autisme, d'un trouble du spectre autistique. Alors qu'il était de 1 pour 120 en 2015, il est de 1 pour 100 en 2024. Alors ça paraît pas être des chiffres de ouf, hein, mais c'est des chiffres qui augmentent et qui vont faire en sorte que ça va ne faire qu'augmenter. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez 1 ou 2 enfants en classe ou dans un centre de loisirs ou dans votre centre de formation qui sont porteurs d'autisme, dans 5, 6, 10 ans, il y en aura 2 fois plus. Et puis, 150 000 nouveaux cas, 1 toutes les 4 minutes, multiplié par 1,3 en 10 ans, et plus 15% des moins de 50 ans, et ce chiffre, il est annoncé par l'INSERM comme exponentiel, c'est le nombre d'AVST estimés en France. Donc, c'est la première cause de handicap, la première cause de démence, et la deuxième cause d'invalidité. Et 1 personne sur 5 sera touchée. Et pareil, l'INSERM parle on va avancer au niveau des pourcentages des moins de 50 ans. Avec les histoires de diabète. Il faut savoir qu'il y a 17 millions d'hypertendus et il y a un tiers qui n'est pas au courant. Pardon, je suis en train de vous péter sur mon ambiance avant de vous laisser. Mais en tout cas, voilà, il y a 17 millions d'hypertendus et un tiers ne le sait pas. Et l'hypertension donne lieu justement aux AVC. Et les AVC donnent lieu effectivement à ces situations ensuite de handicap acquis au cours de la vie. Et 60 000 cas par tranche d'âge
soit plus d'1 million d'enfants et d'adolescents concernés. C'est, selon la Fédération française des 10, c'est le nombre de jeunes porteurs d'un trouble 10 ou multi-10. Ça veut dire qu'il y a 60 000 enfants qui, entre 0 et 1 an qui sont 10, 60 000 entre 1 an et 2 ans, 2 ans et 3 ans, 3 ans et 4 ans, voilà. 60 000 par tranche d'âge. Voilà. Et donc, ces conséquences de ces handicaps, c'est des fonctions cognitives qui sont altérées et qui permettent justement l'acquisition, le stockage, la transformation et l'utilisation des informations. Et ça agit, et ces fonctions cognitives, elles agissent sur la mémoire, sur le langage, sur le raisonnement, sur la prise de décision, sur l'attention et sur la perception. Et ces handicaps ne vont faire qu'augmenter jour après jour. Jour après jour, j'exagère un peu, année après année. Voilà, le mec qui essaie de créer du flip. Mais en tout cas, voilà. Mais je pense qu'en tout cas, pour être un peu plus sérieux, je pense qu'il faut vraiment s'y préparer, en fait. Il faut vraiment essayer de plus en plus de faire en sorte que nos formations puissent être ouvertes au plus grand nombre. Et puis, pour terminer, des exemples d'outils et de stratégies pour faciliter la formation inclusive qui viennent de la loi de 2005, mais celles-là, vous devez sûrement les connaître. C'est des dispositifs de soutien qui ont été mis en place par la GFIP et la FIP. La mise en place donc des dispositifs, quels sont-ils? Eh ben, ils ont mis en place pas mal de livrets pour accompagner à la formation. Ils ont mis en place aussi des plateformes régionales RHF sur le territoire, ces ressources handicap et formation. Est-ce que vous aviez connaissance de ces plateformes? Vous travaillez peut-être avec ces plateformes? Non. Non, ça vous dit rien? Bon, en tout cas, c'est piloté par la GFIP. Voilà. Et il y en a une apparemment dans la plupart des régions de France. Là, comment on appelle ça? J'ai les contacts, parce que je suis allé chercher les contacts là pour voir si effectivement j'ai pris celle d'Île-de-France, c'est idf.rhf-accessibilité.fr ou rhf du 6 HDF, ça c'est Hauts-de-France, @agfi.asso.fr. Il y en a une en Aquitaine, j'en ai pas vu en Occitanie. Voilà, je crois qu'il y en a 5 ou 6 comme ça, plateforme. Ressources handicap formation. Il y a aussi, la loi de 2005 a promu l'aménagement des épreuves, l'obligation d'accessibilité avec du matériel accessible type boucle magnétique, synthèse vocale, Zoomax. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les supports FALC, la facilitation graphique, les techniques de mémorisation, de concentration, de séquençage, les supports audio et les plots de notes pour récupérer de l'information, les sensibilisations effectivement au TND, aux troubles du spectre autistique, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les 10 et puis les troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage, développement du e-learning et des capsules vidéo via l'IA, la réalité virtuelle. Et puis, il y a aussi aujourd'hui la loi, enfin depuis 2018, il y a la loi Avenir professionnel, que celle-là, vous devez la connaître, effectivement, j'imagine, avec le CPF abondé pour les personnes en situation de handicap et abondé par la GFIP, Calliope, en intégrant le critère handicap avec les référents handicap, la formation des formateurs à la démarche inclusive, et puis des outils numériques compensatoires. Donc voilà, donc ça c'est effectivement les outils que propose la loi de 2005 et puis le législateur de manière un peu plus générale. Et pour terminer, je finirai sur l'importance des ressources sociales dans l'implication et la participation sociale des personnes handicapées. C'est Michel Mercier, le mec dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il a une tête un peu chelou, il a les yeux fermés, mais je crois qu'il a un souci avec les histoires de lumière. Je ne sais pas si vous allez réussir à entendre. J'espère que la qualité du son sera pas trop mauvaise et ça dure que quelques secondes. On n'entend pas, On n'entend Nelson, pas. je crois. On n'entend pas? Non. Ah, et je ne sais pas si je peux vous le t'en- fournir en chat, ça. Bon. Vas-y, tu l'as le lien dans le. Non, j'ai pas le lien parce que c'est la vidéo que j'ai intégrée directement parce que je l'ai redécoupée. En fait, il dit quoi? Il dit qu'une personne en situation de handicap qui a envie de s'investir, qui a envie de se former et qui sait qu'il y a des ressources sociales, elle va se sentir incluse. Une personne qui a envie de se former, qui a envie de s'investir, de participer en société, mais qui ne voit pas de ressources sociales au sein du service ou de l'association ou de la collectivité auquel elle va s'adresser, et s'il n'y a pas de ressources, elle va se considérer quelque part exclue, mais elle va avoir une démarche de militante. Donc elle va s'engager effectivement pour qu'il y ait des choses qui bougent. Et une personne qui a envie de s'investir,
qui a envie de bouger et qui voit qu'il n'y a aucune ressource sociale, va considérablement et définitivement se sentir exclu. Je vous l'enverrai si vous voulez le truc. Je le dis beaucoup moins bien que Michel Mercier, mais c'est un peu ça l'idée. C'est qu'en fait, s'il y a de la ressource sociale, le fait qu'à un moment donné, nous mette à disposition de la ressource vient impacter sur la participation et la motivation de l'apprenant, en fait, et de l'engagement à se sentir, et son statut à se sentir exclu ou inclus dans la société. Donc voilà. Donc je crois que j'en ai terminé si je ne vous ai pas martyrisé avec toutes ces informations-là. L'inclusion, ça induit des outils applicables à tous si possible et qui peuvent améliorer la qualité de vie de tout le monde. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Des moyens renforcés pour répondre aux besoins particuliers si la situation le nécessite, mais ce n'est pas systématique. Et puis, il faut accepter de bouger nos pratiques, il faut oser, il faut innover, il faut expérimenter, il faut y aller, il faut se tromper, c'est pas grave, il faut recommencer. Et puis, il faut se faire confiance parce qu'effectivement, dans l'échec, effectivement, on aurait tendance facilement à pouvoir se pointer du doigt et à se mettre effectivement en difficulté. Et l'échec peut faire en sorte qu'effectivement, on n'ose pas recommencer. Mais il faut, franchement, je peux vous le dire avec l'expérience des séjours adaptés, de l'expérience de tout ce qu'on a pu mettre en place sur les formations. Pour le coup, moi j'ai été aussi formateur pour des travailleurs handicapés RQTH en ESAT. En fait, on essaye, des fois on se plante, on réajuste et il y a des trucs qui fonctionnent, quoi. Mais le seul truc, le plus dur, c'est d'y aller. En fait, c'est de lancer la machine. Et une fois que la machine est lancée, d'être vraiment dans cette démarche-là, de réinventer un peu des choses. Ensuite, ça peut donner des petits. Ça peut donner des choses assez chouettes. Vraiment, je peux vous en témoigner. Et deux, j'ai même des traces encore de choses qu'on a pu monter par le passé, et qui ont fonctionné et qui peuvent effectivement prouver que ça fonctionne quand on essaie d'y consacrer un tout petit peu de temps et d'attention.